Bonjour à tous. 2 sondages en 48 heures à Montpellier. Une grenade politique lancée sur un candidat. Aucun doute, la campagne des élections municipales a pris une nouvelle dimension cette semaine et nous nous retrouvons pour la décrypter. Toute l'actu des municipales dans le Gard et l'Hérault en partenariat avec Midi Libre et pour le quotidien régional. Il est de retour sur ce plateau. C'est Arnaud Beaucomont. Bonjour Arnaud. Bonjour Olivier. Et ils sont là aussi impatients de livrer leur analyse. Vous les connaissez maintenant, nos 2 experts, le politologue Michel Crespi. Bonjour Michel. Bonjour. Et puis Laurent Blondiot. Bonjour Laurent, bonjour. Consultant en communication pour l'agence Wonderful. Vous allez nous parler cette semaine des images et de l'image des candidats, une image et une spontanéité sous contrôle des équipes de campagne. On en parlera tout à l'heure. Et puis bien sûr, un invité politique, c'est vous, Yvan Lachaud. Bonjour. Bonjour Olivier. Président UDI du Gard, adjoint au maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, et en campagne avec lui sur une liste commune UMP-UDI pour l'élection municipale nîmoise. Nous allons en parler dans un instant. Mais d'abord, cette polémique à Montpellier et le courrier d'un chef d'entreprise, Moed Altrad, président du MHR, le club de rugby. Il accuse très directement le président de l'agglo socialiste, Jean-Pierre Moore, candidat au municipal, alors d'un certain nombre de choses, de ne pas tenir ses engagements financiers. Je cite, il paralyse le développement du club, il parle aussi de fausses facturations. Michel Crespi, c'est un coup dur pour Jean-Pierre Moore? Ah bah, c'est pas agréable pour lui, ça c'est certain. Il va avoir des problèmes parce que, étant donné la relative précision de la lettre de Altrad, je vois pas comment le procureur de la République peut éviter d'ouvrir une information, ce qui est jamais très positif dans une campagne électorale. Je comprends pas non plus très bien la stratégie de Altrad non plus, parce que là, je vois pas comment il peut faire céder le candidat Moore sur une affaire comme ça. Les rapports entre collectivités territoriales et clubs ont toujours été compliqués, notamment dans la région. Montpellier en est un grand exemple, avec des chefs d'entreprise à la tête de clubs. On connaît Louis Nicolin, Moed Altrad également. Ces rapports ambigus, c'est une longue histoire. Oui, c'est une longue histoire depuis très longtemps parce que les clubs constituent une très grosse association qui peut attirer beaucoup d'électeurs. Rappelons que Louis Nicolin, par exemple, en tant que président du club de Montpellier-la-Paliade, était généralement président du comité de soutien à Georges Frêche aux différentes élections. Donc il y avait une espèce de donnant-donnant qui faisait que la mairie soutenait le club soutenait la mairie, les 2 hommes se soutenaient l'un l'autre et les choses marchaient comme ça parce que le club est un étendard pour la ville aussi et pour sa région. Laurent Blondiot. Au-delà, c'est peut-être une question aussi à poser, Yvan Lachaud, je trouve que c'est symptomatique d'un climat sur, je dirais, les politiques, notamment toutes ces franges économiques où on respecte effectivement plus les timings, je dirais, d'autorité, mais aussi de campagne électorale. Et moi, ce qui me frappe dans le pays, mais au-delà effectivement de cet exemple, c'est une accusation toujours plus haute dans le ton sur les politiques, que ce soit en matière de ce que j'appelle cette frange économique qui n'hésite plus aujourd'hui, le monde économique qui n'existe plus je dirais, à tenser le politique. Je ne sais pas ce qu'en pense Yvan Lachaud. Bon, écoutez, vous avez parlé de Georges Frêche. Pour en avoir parlé plusieurs fois avec Louis Nicolin, Nicolin a soutenu Frêche parce qu'il estimait que Frêche était celui qu'il fallait pour être président de la région. Je crois que c'était assez clair. Je crois qu'il a pu prendre des positions différentes suivant des élections et que là, ça me paraissait normal qu'il le fasse parce qu'il avait envie de le faire. C'est pas nécessairement lié au fait qu'il était président d'un club. Alors c'est vrai que ça a arrangé Georges Frêche parce que Nicolin, c'est une stature, mais je crois aussi qu'il faut laisser la liberté d'expression à des hommes et à des femmes, qu'ils soient présidents ou non d'associations. Là, aujourd'hui, il y a un président d'association qui dénonce un certain nombre de choses. C'est à la justice de faire son boulot. Moi, j'ai rien à commenter. Voilà, il faut que chacun prenne ses responsabilités. On va avancer, on va parler des sondages, puisqu'il y a eu quand même, je le disais tout à l'heure, 2 sondages en 48 heures. Le premier, alors 2 sondages commandés par des candidats. Le premier, on le voit, commandé par le candidat Philippe Sorel, d'Hiver Gauche. Un sondage IFOP qui a été publié par Midi Libre. Donc le candidat justement qui commande le sondage prend 5 points au passage. Il passe de 12 à 17% par rapport au sondage du mois de janvier. Un tassement de Jean-Pierre Moore, de Jacques Domergue et de Muriel Ressiguet de 1 point chacun par rapport au mois de janvier. Le Front National recule de 3 points puisqu'il était à 16%. Et puis Joseph Francis, UDI, qui n'était pas déclaré encore lors du sondage du mois de janvier, est maintenant effectivement à 2% sur ce sondage. Michel, sur ce sondage, un mois, jour pour jour, après celui qui avait été diffusé par Midi Libre aussi au mois de janvier.
En un mois, il peut se passer beaucoup de choses. Des candidats qui tout à coup gagnent 10-15 points et puis qui les reperdent. On a vu beaucoup, Chevènement et bien d'autres, qui se poussaient beaucoup et puis qui retombaient aussi rapidement. Il est possible, si la chose se confirme et si effectivement Sorel et Francis font de bons scores, ça sera peut-être l'indice d'une espèce de rejet de l'ensemble des partis politiques institutionnels au hasard de dissidents. Laurent Blandiot. On avait vu ce phénomène au moment des élections présidentielles, c'est les sondages qui donnent le tempo de la campagne. On assiste aujourd'hui à ce même phénomène au niveau des grandes métropoles. Je pense à Paris, quasiment 2 sondages par semaine. Montpellier aujourd'hui, c'est Marseille effectivement. Et j'ai l'impression que de fait les lecteurs, on est quand même à 7 semaines, je crois, ou à 7 semaines quasiment du premier tour. Donc il y a encore le temps de s'expliquer, de présenter son programme. Mais moi ce que je remarque, c'est effectivement, c'est le sondage maintenant qui donne le tempo de la campagne. Ça veut dire qu'il faut faire campagne différemment de mon point de vue pour les candidats. Pas de sondage à Nîmes. Yvan Lachaud, il n'y en aura pas commandé par le candidat Fournier? Non, on n'a pas commandé de sondage. D'abord parce que je pense qu'un sondage, ça donne un éclairage à un instant T. Comme le disait Laurent Blondiot, on a malheureusement des campagnes qui aujourd'hui sont pilotées et par les sondages et par les médias. Donc je crois qu'on est en campagne, on a à dire un certain nombre de choses à nos concitoyens et puis après on verra bien. Sur cette histoire-là, si on regarde d'un sondage à l'autre, le premier étant Opinionway, je crois, sur Montpellier, effectivement on a Joseph Francis et Sorel qui jouent le yo-yo sur ces 2 sondages-là. Bon, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire à 8 jours près ou à 15 jours près? Ça ne veut pas dire grand-chose. Les résultats, à mon avis, vont encore beaucoup évoluer d'ici la campagne, d'ici la municipale. On va voir le sondage justement publié ce matin dans Minib, ce jeudi matin, commandé cette fois par Joseph Francis. Alors, il y a 2 scénarios possibles, avec ou sans Philippe Sorel. Si Philippe Sorel est là, il fait 20%, donc il prend encore effectivement, il gagne du terrain encore par rapport au sondage d'il y a 48 heures. Muriel Ressiguet, par contre, effectivement, perd beaucoup de terrain, 5%. Jean-Pierre Moore gagne 1 point. Joseph Francis, qui était à 2%, prend 5 points. Et puis Jacques Domergue reste à peu près au même niveau. Franche Jamais perd encore 2 points par rapport au sondage publié il y a 2 jours. Au-delà de ces chiffres-là, il y a aussi derrière, enfin en tout cas dans l'étude globale, des études de notoriété sur l'image aussi des candidats. Et là, les analyses sont un petit peu différentes. Laurent Blandiot. Oui, je pense que c'est la partie la plus intéressante. Il manque toujours d'ailleurs dans ces sondages une question, c'est l'intérêt de la population sur l'abstention ou un vote. On ne l'a pas. Donc moi, je en notoriété, c'est Jacques Domergue qui est en tête à chaque fois. Et effectivement, la notoriété, je pense que ça doit donner des indications, pour le coup, en termes de communication politique, je dirais, de campagne aux candidats, et singulièrement pour Jean-Pierre Moore, qui effectivement en notoriété est dépassé par Domergue, sur les attendus, sur la préoccupation, je dirais, quotidienne par rapport aux gens, y compris sur l'honnêteté. Il y a besoin, à mon avis, pour Jean-Pierre Moore d'entrer beaucoup plus activement en campagne. La seule question qui a toujours donné le résultat, c'est de qui souhaitez-vous la victoire? Pas pour qui allez-vous voter, mais de qui souhaitez-vous la victoire? Et ça a toujours donné, dans tous les sondages, le résultat final. Le climat, oui, Yvan Lachaud, une réaction. Non, simplement les centristes montpelliérains ont le choix, puisque l'UDI a donné 2 investitures. L'une, je préfère anticiper sur votre question. L'UDI a donné, à mon grand étonnement, mardi en commission d'investiture, à la fois la possibilité à Jacques Domergue de partir sur une étiquette UMP-UDI, et à la fois à Joseph Francis de partir aussi. Donc voilà, au 2e tour, on verra, mais Anne Brissot est aussi investie par l'UDI pour partir avec Jacques Domergue. C'est très clair. C'est compliqué. Vous savez, la démocratie, c'est un long fleuve tranquille aussi, donc il n'y a pas de souci. Ça a été l'objet d'un très long débat. Et puis, écoutez, aujourd'hui, les 2 ont la possibilité d'avoir l'étiquette UDI. Pourquoi pas? Et pour les électeurs, ils font comment pour... Ils ont à ce moment-là, en plus de leur souhait de voter pour l'UDI, la possibilité de choisir entre 2 personnes. Une dame qui s'appelle Anne Brissot et un homme qui s'appelle Joseph Francis. Ça, c'était déjà produit, Balladur et Chirac. Bien sûr. Et on le voit aussi pour d'autres partis, comme le Parti communiste, qui a effectivement des représentants sur plusieurs listes, à Montpellier comme à Nîmes d'ailleurs. Oui, Arnaud Beaucomont. À Montpellier, la droite arrive divisée, en tout cas sur le papier au premier tour. Dans les 3 grandes villes bastions dans la région, Nîmes, Perpignan, Béziers, il y a une forme d'union sacrée, quitte à avaler quelques couleuvres. C'est le cas de Raymond Coudert à Béziers. D'une certaine façon, Jean-Paul Fournier avale aussi quelques couleuvres. Vous ne l'avez pas ménagé. Il vous propose, en cas d'élection, la présidence d'agglomération. Cette union sacrée était nécessaire, impérative à vos yeux? Vous savez, je crois qu'il y a des moments où il faut faire 2 colonnes. La colonne de vos ambitions personnelles et la colonne de la réalité politique. Je
sais à peu près de quoi je parle. J'ai vécu des législatives juste un peu compliquées, comme tous les députés qui étaient en triangulaire. Et nous sommes pas sur une élection législative, c'est pas tout à fait comparable, mais nous sommes avec un risque majeur du Front National aujourd'hui, parti que je combats personnellement, eu égard aux propos de Jean-Marie Le Pen qui n'ont jamais été démentis. Donc pour moi, c'est irrecevable. Donc si nous partions séparés, parce qu'on a quand même là fait des sondages, et Jean-Paul Fournier et moi-même, nous arrivions derrière le Front National. Et pour moi, c'était insupportable. Donc à ce moment-là, il faut mettre un peu ses égos de côté. Jean-Paul Fournier a souhaité faire un 3e mandat. Je pensais qu'il pouvait ne pas le faire et qu'on travaille autrement. Dont acte, on a trouvé un accord intelligent, avec de part et d'autre des sacrifices, mais ça fait partie de la vie. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'on ait trouvé cet accord qui nous permettra, si nous gagnons, de à la fois piloter la ville et l'agglo, chacun effectivement avec nos responsabilités propres, mais avec une volonté d'avancer tranquillement. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'était pas que le Front National puisse être élu à Nîmes, c'est que par défaut, effectivement, la gauche pouvait être élue à Nîmes. Et votre regard sur Raymond Coudert et sur ce qu'il vit en ce moment? Un commentaire? Écoutez, je crois qu'il vit des choses difficiles, mais je pense aussi qu'il a travaillé assez longtemps avec Élie Abou pour qu'un certain nombre de choses soient partagées, même si c'est compliqué. Raymond Coudert est sénateur. Voilà, Élie Abou s'est repositionné. Béziers est une chose un peu compliquée, où là aussi, quand même, on a un risque fort avec une personnalité forte du Front National. Et là, il y avait aussi des dispositions à prendre. Je crois qu'ils les ont prises. Soutenu par le Front National, à Béziers. Robert Ménard se défendant d'être... Oui, notamment par le Front National, mais pas uniquement par d'autres formations politiques. Moi, je veux bien, mais quand on est soutenu par le Front National, on est soutenu par le Front National. Il faut oser le dire quand même aussi, d'accord? Donc après, les électeurs ont la capacité, ont le choix, ils sont libres de leur vote. Mais moi, j'ai des idées claires là-dessus. Michel Crespi, Yvan Lachaud parlait de réalité politique, même si effectivement on n'a pas totalement des affinités les uns et les autres, mais en tout cas il y a une réalité politique à un moment donné, c'est vrai? Bah, évidemment, c'est vrai. Et il faut se plier à cette réalité politique. Mais bien sûr, si on ne faisait d'alliance qu'avec les gens qu'on aime bien, il n'y aurait pas beaucoup d'alliances. Hein, mais il faut qu'après que ça fonctionne dans la vie de tous les jours et dans le fonctionnement de tous les jours. Mais ça fonctionne parce que vous savez, c'est une charge dans laquelle chacun doit faire son travail. On n'est pas supposé s'aimer, pas plus que dans un bureau ou dans une entreprise. À un certain moment, vous travaillez avec des gens que vous appréciez, d'autres que vous appréciez moins, d'autres que vous détestez, et puis vous faites le boulot tous ensemble. En politique, c'est exactement pareil. Avec plus ou moins de facilité, Yvan Lachaud. Ça se voit plus, c'est tout. Moi, ça fait 12 ans que je travaille avec Jean-Paul Fournier. On n'a pas la même vision des choses sur un certain nombre de points. On a eu au moins l'honnêteté de dire quand on n'était pas d'accord l'un et l'autre. Et je ne vois pas pourquoi j'aurais caché un certain nombre de désaccords, même dans une gestion commune. Parce qu'alors, ça veut dire soumission. Il n'est pas question de se soumettre. Je pense qu'on est capable de se retrouver sur un minimum commun. Voilà. À partir de ce moment-là, on est capable de ne pas mentir à nos électeurs, de dire, moi, je n'ai pas été d'accord au début sur un certain nombre de choses, notamment sur des investissements importants. Voilà, on en a discuté, on est tombé d'accord aujourd'hui, on est tombé d'accord sur une répartition des responsabilités. Voilà, mais écoutez, vous savez, il y a des mariages de raison qui tiennent aussi longtemps que des mariages d'amour, hein, d'accord? Donc on peut vivre des mariages de raison. Vous parliez du Front National, du rôle sur Nîmes. Il y a le rôle du Front National de façon globale dans le Gard, hein, qui va avoir une influence certaine sur des villes. Hein, on le sait, à Beaucaire, à Vauvert, à Saint-Gilles. Quel regard vous portez justement sur tout cela? Je crois qu'on peut battre notre coulpe, parce que le score du Front National aujourd'hui, il est la résultante de notre manque de courage à droite lorsqu'on était au pouvoir pour prendre un certain nombre de dispositions et de la politique actuelle qui, à mon avis, ne va pas dans le bon sens non plus. Et donc, quand vous avez des hommes et des femmes qui se retrouvent devant une difficulté par rapport à leur vie personnelle, d'emploi ou d'insécurité, ou d'une immigration, en ce qui concerne nos départements, trop forte et mal maîtrisée, avec des situations qui sont devenues parfois invivables, eh bien, vous avez ce que vous méritez, c'est-à-dire qu'à la fois aujourd'hui, la droite, quand nous étions au pouvoir, et la gauche aujourd'hui, cumulent tellement d'insatisfaction et de manque de courage politique que le ras-le-bol fait que, par défaut, les gens vont sur le Front National. Ça, c'est le constat, mais que faites-vous justement pour contrer tout cela? Ce qui me concerne, je pense que si nous revenons au pouvoir, il faut que dans la première année d'une présidentielle et d'une législative derrière, on soit capable de prendre des mesures très fortes. Je le dis franchement, sur le retour aux 35... il faut arrêter cette histoire des 35 heures, qui n'a plus de sens aujourd'hui. Faut regarder comment, au niveau de l'Europe, on arrive à gérer une immigration.
faut arrêter de dire il faut balancer tous les hommes à la mer. On sait très bien que les hommes et les femmes qui arrivent à Lampedusa aujourd'hui, s'ils sont capables de venir à Lampedusa en sachant que 1 sur 2 va mourir, c'est que chez eux ils ne peuvent pas vivre. Il faut qu'on soit capable au niveau de l'Europe de gérer intelligemment et pas que nos pays du Sud pour accueillir. On ne peut plus. Il faut se répartir les choses. Là, ça veut dire qu'il faut accueillir intelligemment les hommes et les femmes. D'ailleurs, regardez, c'est pas sur toute la France que le problème est aussi patent au niveau du Front National. Regardez Saint-Gilles, regardez Beaucaire, et puis aller dans la Creuse ou dans le Morbihan, vous n'avez pas les mêmes difficultés. Donc je crois qu'il y a une insatisfaction aujourd'hui qui s'exprime à juste titre parce que c'est la démocratie et que cette dualité de deux gros partis UMP et PS renforce cette possibilité du troisième vote parce qu'il n'y a pas trop de possibilités non plus. Michel Crespi, l'analyse est bonne? Il me faudrait me prononcer sur le plan politique, ce que je ne ferai pas. On va passer, on a parlé un petit peu tout à l'heure sur la situation à Béziers avec le ralliement d'Agnès Jullian, qui était vice-présidente de la région, donc d'une majorité de gauche, qui a rendu son mandat, en tout cas sa délégation de vice-présidente, et qui a rejoint Elie Aboud, le candidat UMP, tête de liste UMP pour Béziers, il y a une dizaine de jours. Alors on est allé les voir évidemment, il faut prendre la réaction de chacun. Ce ralliement, Michel Crespi, il était imaginable, en tout cas, pas forcément naturel, disent certains, mais est-ce qu'il était imaginable? Agnès Jullian n'a jamais caché son intérêt pour Béziers. Bien sûr, il était imaginable. Tout est imaginable à un certain moment. Des gens qui changent de camp, d'un moment à l'autre, il y en a des quantités. Vous savez, quand Georges Frêche a constitué ses listes à la région et avant à la municipalité, il a recruté des gens qui venaient d'un peu partout. Il projetait déjà effectivement qu'Agnès Jullian aille à la mairie de Béziers. Hein. Voilà, alors un certain nombre sont devenus socialistes ou ont pris la carte du Parti socialiste et sont devenus sincèrement. D'autres l'ont abandonné assez vite, d'autres venaient d'autres horizons. Dans son premier mandat, un de ses conseillers était Guy Montero, qui avait été condamné pour activité OAS. Bon, ça lui posait aucune espèce de problème. Donc à partir d'un certain moment, Frêche disparu, cet amalgame éclate lui aussi, et un certain nombre de gens retournent à leur famille naturelle, si je puis dire. Laurent Blandiot. Oui, moi je connais très bien Agnès Jullian. Déontologiquement, il faut dire un peu que je suis son conseil aussi. Je crois que c'est aussi l'émergence de la société civile qu'on a trop souvent contenue dans un coin de la politique et de s'en servir quand on en avait besoin. Agnès Jullian, ce qui la caractérise, c'est la liberté. La liberté, effectivement, de s'engager en 2010 aux côtés de Georges Frêche sur la base d'un programme touristique. La liberté aujourd'hui de s'engager avec son association pour Béziers. Je dis bien pour Béziers. Mais quand on est vice-président, c'est pour ça que le mot ralliement est quand même un petit peu politisé. Oui, mais le mot ralliement me va pas, parce que je pense qu'il va falloir s'habituer, et je pense que de toute façon, c'est aussi ce que disait Yvan Lachaud en matière de crise politique. C'est que, de fait qui s'exprime dans ce pays, il va falloir s'habituer à ce que des gens de la société civile, à un moment donné, puissent s'organiser, puissent apporter leurs idées, peut-être différemment qu'ils ne l'ont fait par le passé, où effectivement on voyait les choses par le biais de ralliement. Le contexte concernant Agnès Jullian était effectivement compliqué puisqu'elle était en position farouche et frontale avec Raymond Couder et donc avec la municipalité UMP qu'elle rejoint aujourd'hui, en tout cas sur une liste commune. On va écouter les réactions, on va les écouter effectivement, Agnès Jullian, Elie Aboud et puis Robert Ménard et Jean-Michel Duplat, des réactions recueillies cette semaine à Béziers. J'ai été élue en 2010 derrière Georges Frêche dans une majorité certes de gauche, mais moi je n'ai jamais siégé en tant que personnalité de gauche. J'ai toujours siégé en tant que personnalité de la société civile. C'est aujourd'hui comme ça que je siège sur les bancs de l'Assemblée régionale et en même temps j'y suis derrière, je suis derrière Christian Bourquin et derrière la politique qu'il mène depuis l'origine. Moi j'ai besoin aujourd'hui de mutualiser les moyens, d'avoir ces talents de la société civile avec moi en tant que potentiel futur maire. Voilà ce que ça représente. Ça représente l'ouverture, ça représente les talents et l'expertise pour l'avenir, pour le Biterrois. Voilà, tout simplement. Il est député UMP, il s'allie avec quelqu'un qui était vice-présidente du conseil régional, élu sur une liste socialiste. Et ça, c'est pas le club des élites, des privilégiés qui se tient les coudes de peur de perdre. Ça va être l'UMPS, comme disent certains. C'est la créature de Georges Frêche. Elle a été inventée à part Georges Frêche au moment des élections régionales pour faire la peau aux Biterrois.
toute la probité roi pour s'en prendre à Béziers. Elle s'est prêtée à ces jeux-là. Qu'elle rejoigne un député de la droite libérale n'a rien de surprenant. Ce qui est plus surprenant, c'est que c'est elle qui, il y a encore 15 jours, a fait le constat le plus implacable de critique de la situation de Béziers et de la responsabilité accablante, selon elle, qu'avait Raymond Couder et son équipe, puisqu'elle avait même appelé le maire de Béziers le seigneur, celui qui saigne à blanc la ville. Yvan Lachaud, une réaction? Juste, si on veut le regarder au niveau national, qui aurait pu dire que l'UMP ou l'UDI soutiendrait François Bayrou à Pau, alors qu'il y a quelques mois, François Bayrou appelait à voter François Hollande. Je crois que dans la vie politique, il y a aussi des moments où il peut y avoir des choix différents. Et Nicolas Sarkozy ou d'autres personnes ont fait la réflexion en se disant, si un certain nombre de centristes ne rejoignent pas, on ne peut pas repasser dans ce pays. Bon, écoutez, voilà, il y a des moments où il peut y avoir des alliances différentes. Il suffit que les personnes soient bien dans leur tête et dans ce qu'elles font. Moi, je respecte cette dame qui fait un choix d'Élie Abou, qui, au demeurant, est un homme sympathique et compétent. Michel Crespier, les réactions, on l'a vu, assez violentes, de la part de Robert Ménard, vous pouvez l'imaginer, mais Jean-Michel Duplat aussi balance pas mal. Hein. Oui, je ne sais pas si ça va compter énormément. Je veux dire que quand les électeurs se prononcent sur les municipales, ils votent pour un maire en réalité. Et le reste de la liste, bon, ça joue à la marge, c'est une petite manière, mais pas de façon fondamentale. Avant de passer à la communication... Si ça permet à Élie Abou d'être élu, à M. Ménard d'être battu, moi ça me va parfaitement. Avant de passer à la communication, un mot, on avait parlé la semaine dernière d'une petite phrase qui avait fait mouche, celle de Jacques Domergue, qui avait parlé d'aéroclub pour l'aéroport de Béziers. On va écouter la réponse de la tête de liste UMP à Béziers, Élie Abou. Écoutez. On peut être un excellent professeur en médecine et un très mauvais visionnaire de la cartographie régionale. C'est un excellent professeur, c'est un ami, mais quand il a prononcé le mot aéroclub, je pense qu'il a commis une faute majeure. Un aéroport qui passe de 40 000 à 280 000 en 5 ans, ce n'est pas un aéroclub. Donc, mon cher Jacques, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, occupe-toi de Montpellier et laisse le Biterrois tranquille. Voilà, c'était la réponse claire. On va passer à la page communication avec Laurent Blondiot. Laurent, la communication par l'image est-elle vraiment si spontanée que les candidats veulent bien le dire? Alors c'est vrai qu'on assiste cette année pour les élections municipales à un foisonnement d'images très contrôlé par les candidats par le biais de comptes, ce qu'on appelle les comptes Instagram ou par le biais de Facebook et Twitter. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça en 2008. Bien entendu, les outils numériques le permettent aujourd'hui. Et donc, vous savez que le premier communicant, c'était Confucius, hein, une image vaut 1000 mots. Et c'est vrai qu'il y a une tendance à une surreprésentation de l'image des candidats, notamment leur site internet. On va voir quelques exemples. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est puisque l'image est maîtrisée par les équipes des candidats, on l'a vu encore une fois, et tout cela, c'est aussi... c'est comme les sondages, on l'a vu aux élections présidentielles avec la production vidéo maintenant qui fait partie des candidats. On l'a vu le dernier, par exemple, meeting de NKM, les images télévisées étaient de la production. Là, on voit le maire de Lyon. Hein. On voit le maire de Lyon qui visite une école maternelle. On a vu avant une dame qui disait « je soutiens Alain Juppé ». On va voir aussi monsieur, je crois, Menucci qui mange sur le Vieux-Port. Ça fait photo volée voilà. un peu. Mais ce que je veux dire, et moi j'ai une pensée pour mes amis photojournalistes, reporters photojournalistes, notamment parce qu'il y a un vrai travail de photographique en matière de journalisme politique qui a tendance à baisser, et on donne, je dirais, le candidat sur tous les sites aujourd'hui. Suivez la campagne en photo. Anne Hidalgo, elle pose quand même. Hein. Alors là, Anne Hidalgo, elle est formidable, avec un boucher ou je ne sais qui du coin. Ce que je veux dire, c'est on perd en spontanéité et il y a un plus grand contrôle de l'image. Et je trouve que ça, à un moment donné, trop c'est trop, de mon point de vue. Ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus sur ce plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle spéciale municipale. Et dès ce vendredi, les grands débats, c'est à 20h50 sur TV Sud. À bientôt.